Chacun aura le temps de se présenter avant qu'on commence. Hello, once again. My name is Ruth Aine. I'm from Uganda. I do so many things, but most importantly, enable young people, women, and organizations get online and use the internet. Hello, my name is Jamila Abdullahi and I'm from Ghana. I'm a blogger and digital media entrepreneur. I've been blogging for 10 years now, and I do social media trainings and also work with private sector and multinationals on strategy, digital strategy. Good morning. My name is Amukelani Maimele and I'm from South Africa, and I work mostly with young people in the space of participation in public policy. Bonjour, mon nom est Edith Brou de la Côte d'Ivoire. Je suis fondatrice d'une agence de communication digitale et d'un média en ligne et également blogueuse. Hello everyone, my name is Farida Oredala. I'm a health and safety professional and I also work for a youth development organization. Thank you. Bonjour à tous, moi c'est Kaligeta Wibga, je suis ingénieure technopédagogique et psychologue, initiatrice de la page de formation en ligne e-Format Pro, et je travaille dans le domaine de la coopération internationale. Merci. Merci. Maintenant, je vais demander à Mukilani de nous faire un peu un point sur quand on parle de femmes et innovation en Afrique. Et de là, on va continuer le débat. Amou. Okay, I think I'll talk from the perspective of South Africa and in some of the campaigns we've run and not been involved in. And I think most popularly would be the Fees Must Fall campaign, which was largely led by women, and the people at the forefront of that campaign were women. This was the biggest protest that happened after the 1976 uprising, the Soweto uprising, that saw a lot of students coming together. But in the midst of that there was the hashtag Bokota Leads, which highlighted women and that made the struggle intersectional rather than just the struggle focusing on free education, but just also bringing to the aspect of women and the women's struggle within that. So also we saw within that we've got other hashtag like hashtag Mboko, that was hashtag Mbokota Leads, but we've got another hashtag that is hashtag Bereka Musadi. Hashtag Bereka Musadi basically highlights women that are doing amazing work, whether in the field of science, in the field of different aspects of that. So we realized that these women are here, they've been here, it's just that the aspect of women is also, it's been a part of other struggles like racism, social injustice and all of that. But as part of that, the issue of women has been kind of sidelined, but it's always kind of been there as well. So we've realized women have come up with different ways using social media, like the hashtags I've mentioned, using social medias and other hashtags to highlight the fact that we've been here, we are here, we can lead, we've been leading, you actually just not been looking at the right places. I want to, you've highlighted positive examples, but there is one thing, which is before coming to innovations, there are many injustices or inequalities, and I think that reflects and goes up. When it comes to women and men, there are inequalities on the basis from the onset when it comes to access to education, access to health, giving the possibility of even going to school if you're not married off at an early age. Can you talk about that a little bit? Yes, going back again to the context of South Africa,
our struggle is a bit different when it comes to women, because in my country, women have always been at the forefront. I mean, we talk about people like Winnie Mandela, for instance. Winnie Mandela was actually considered a dangerous person, even much more powerful than the popular Nelson Mandela. You know, so women in my country have not been sitting down, have not allowed that the status quo of patriarchy to control them. There has not been. It's only my grandmother, and that is like many generations back, where she was not allowed to go to school because she's a woman. But my generation is born into a nation that women have been at the forefront running offices and organizing, and they've been at the forefront. So the level ground is a bit different, and I realize there is that challenge in other countries, but I cannot say the same for my country. Okay, so I'll touch a bit on the challenges, and I know that we've talked about how there's a lack of data in pretty much everything that has to do with Africa and Africans. There was a study conducted by the Media Foundation for West Africa on Ghana in December 2017. And they were looking at women's internet rights in the country. So I'm just going to share some of the insights from that, and then I'll talk a bit about what I'm also seeing as a practitioner who's been working in Ghana and in a few other African countries. When it comes to internet access and women's empowerment, less than 20% of women in Ghana have access to the internet, right? Affordability-wise, 1 gigabyte of data costs about 7% of the average monthly income, right? And you're already, as Aisha mentioned, there are already inequalities in earning. We're not seeing it just in Africa, we're seeing it in the US as well. So already women have a smaller income base on which to operate. Then the question of, should I use that money to buy a sanitary pad, or should I use it to buy, internet data in order to connect to the internet? So these are some of the decisions women are having to make. On the issue of online safety, I'm sure many of us as activists, both male and female, see it online. A lot of outspoken women are basically ostracized online for the simple fact that they are outspoken women. Nothing else, before you get into all the dynamics of where you're from, what's your ethnicity, etc., etc. So online safety is another thing that in Ghana especially it's disturbing. It's disturbing to see how people attack women online. It's disturbing to see how quickly we are to dismiss women as being capable of having an opinion on politics, women, economics, anything that has to do with life, really. So that's another thing that's coming up. Even though we do have the Data Protection Act of 2012, it hasn't really been implemented. On the issue of relevant content and services, a lot of the content online actually is not geared towards women. And I was having a training with journalists, and I mentioned this, and they were like, why should we even think about women's internet rights? You guys are always talking about women, women, women. If you think about how a lot of the information online is being put forth by men, there's always a women's angle which is missing, right? If you were to tell a woman that you need to have XYZ skills in order to get a job, but she's reading it from someone who has only experienced getting a job as a male, it might be different for the woman. She might have to pay a bit more attention to how she looks, to how she speaks, all of those elements which might not be captured by that article because it was written from the perspective of a male. That's just to give you an example of why content focused on or geared at women might be important. And to give another example, mobile financial services in Ghana, only 12% of women actually have access to that, even though in other countries, Kenya for instance, that might not necessarily be the case. So that's just an overview of some of the things. And the overwhelming issue too is digital skills and education, and a lack of services in that regard specifically for women. So a lot of women don't know how to use these tools. They don't know how to protect themselves online before coming to the issues of, am I an activist for political issues, for example?
Farida, what's your take on that? Thank you very much. Can you be brief, so because we want to give try to do that. Participants just to opportunity. Emphasize on what she said. The organization I work for, when we dialogue with young women, young innovative women, and we find out, why aren't you saying anything? You have a voice, say something, but a lot of them are scared of the backlash they get from social media. Unlike a man, you say something and what you said is analyzed, but for a woman, they call you names and it just makes them afraid of saying something. Edith, comme tu as le micro, quelle est ta perspective? Tu as créé une entreprise digitale et je veux que tu partages ton expérience en tant que femme en fait dans ce monde. Ok. On me pose souvent la question, dans la plupart des échanges que j'ai ou des interviews, est-ce que tu as été soutenue par les hommes dans ton parcours depuis que tu as commencé, depuis 2009? Est-ce que, parce qu'en général dans le monde de la tech ou du digital, c'est un monde beaucoup plus masculin que féminin, est-ce que tu n'as pas souffert de misogynie en griffe ou de discrimination? Moi, je partage mon expérience personnelle. Ça peut paraître bizarre, mais depuis que j'ai démarré, j'ai toujours été soutenue, en tout cas accompagnée par les hommes qui faisaient partie de ma communauté. Et je pense que la force de la communauté est très importante. J'ai toujours été soutenue et accompagnée parce que en 2009, lorsque je disais à mes parents que je voulais être pleinement à fond dans une ONG qu'on a lancé avec 10 autres hommes à l'époque. Je voulais être pleinement à fond en tant que secrétaire général de cette organisation qui s'occupait de la promotion des bons usages d'Internet. Ils m'ont prise pour une folle. Donc c'est déjà venu de la famille en fait. Et les hommes m'ont beaucoup accompagné dans mon parcours, dans ce parcours tech, entre l'activisme dans la période de 2009 à 2012, jusqu'à ce que, ensuite, à partir de la période de 2013 jusqu'à maintenant, je me lance en tant qu'entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, mais je peux dire cette misogynie tech, on pourrait dire, je l'ai plutôt ressentie pour des autres femmes qui m'entouraient. Même pour avoir accès à des outils simples comme un ordinateur, pour les jeunes filles que je mentore, on a eu l'occasion d'organiser une session Women Tech Maker avec l'ambassade des États-Unis à Grand Bassam, avec des jeunes femmes de 16 à 25 ans. J'ai eu l'occasion de constater que l'accès aux outils informatiques et l'accès même à Internet est compliqué pour la plupart des jeunes femmes et il y a un véritable frein. Donc j'essaie autant que je peux, en tant que mentor, de pouvoir aider ces jeunes femmes à pouvoir avoir accès à cet outil, soit en sensibilisant la famille, parce que c'est très important de pouvoir également sensibiliser la famille, mais également en leur permettant de trouver des moyens, en convainquant leurs amis ou leur famille, pouvoir trouver des moyens pour pouvoir avoir accès à ces outils. Donc en tant qu'entrepreneur, avec la communauté dans laquelle je me trouve, où je me trouvais, la plupart sont présents. Je n'ai vraiment pas eu de soucis en tant que femme dans la technologie à pouvoir avoir pleinement accès à l'information, avoir pleinement accès à la formation et aux outils en fait. Okay, I will follow up on that with Ruth. Do you think that digital promotes structural change to overcome inequality? Do you think that digital promotes structural change to overcome inequality? I think that, yes, obviously, the digital promotes a lot of change to overcome inequalities. But what I want to highlight is that generally, we have had the digital revolution happening, and we are very happy for it. But I think that usually the digital amplifies what is happening on the ground. And I think that for a long time,
while we have had a digital revolution in Africa, while we are leapfrogging, certain sectors that, other continents were not, had to go through, what we still need is a culture renaissance, because culture has for a long time marginalized women. And even in the digital sphere, we begin to see that. We know that there's so many young girls who are not able to get access to, science, technology, STEM education, just because they're girls. Men who are more respected just because they're men, to be able to do what it is that they can do, rather than being, accepted and respected because they have something to offer, the same way that women are being, respected. And, just like there's no content online for, like she was saying, content online for women, it's even more harder because women are objectified, online. So the content then is that, it is a short skirt, or it is what do her lips look like, or so many things. So there's still a huge divide in regards to how women access and use the internet, or how they are part of the digital revolution, but most especially because the respect that culture has, the African culture for a long time has for women is very minimal. That gets amplified online, and that is where the problem is. Madame Wigba, selon vous, comment est-ce que vous décrirez l'innovation digitale au Burkina Faso? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Merci. En fait, il y a quelque chose que Edith a dit ici qui est très important, c'est le soutien de la communauté. Et vous savez que dans les pays africains, et au Burkina Faso en particulier, la révolution digitale, c'est pas quelque chose qui est comprise par tout le monde. Et déjà, quand vous prenez l'accès à l'éducation, les femmes sont défavorisées. Et quand on parle d'accès à Internet, c'est encore la même chose en fait. Donc c'est vraiment difficile. Je dirais que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour que les femmes-là réussissent dans le domaine des innovations technologiques. C'est vrai qu'il y en a qui s'y essaient, mais elles n'ont pas souvent l'accompagnement nécessaire. Non seulement l'accompagnement de la communauté, mais il y a également cette solidarité entre femmes qu'on devrait trouver dans le domaine. Parce que, on peut le voir ici au Burkina, il y a des initiatives ça et là, un peu éparses, dans le domaine de la communication et des médias, dans le domaine du e-commerce, mais il n'y a pas de visibilité parce qu'il n'y a pas de cadre où ces gens-là se retrouvent pour échanger, partager un peu ce qu'ils rencontrent comme difficultés et pour dégager des perspectives. Donc, je pense que les femmes digitales, les femmes tech entrepreneuses gagneraient à vraiment se retrouver, et que ce soit au niveau des pays ou au niveau régional, pour vraiment se donner des idées et se soutenir. Et c'est ainsi qu'elles pourront avancer. Merci. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans différents domaines, que ce soit l'innovation, l'entrepreneuriat dans le digital, et aussi la mobilisation en fait. Comme Amou en a parlé, les femmes mènent des combats qui sont, que ce soit dans le monde réel, entre guillemets, que dans le digital. Dans certains pays, il y aurait besoin peut-être de plus de visibilité. D'abord, améliorer ce qui se passe, la condition de la femme dans le monde, la compréhension des gens par rapport à ce que c'est le genre, ce que c'est l'équité. Et ensuite, je pense qu'on pourra améliorer ce qui est déjà, ou ce qui se passe déjà dans le digital, ou bien sûr Internet, ou dans le monde des technologies. Parce que ce qu'on a, une question sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que
ce n'est pas, quand on parle d'intelligence ou de savoir, il n'y a pas de genre mâle ou masculin ou féminin, c'est la connaissance. Et personnellement, je pense que le digital, même s'il y a beaucoup de choses à faire, a pu démontrer ça à plusieurs reprises. On a tellement d'exemples. Les femmes qu'on a avec nous aujourd'hui sont des exemples dans leur domaine. Elles inspirent les jeunes, d'autres jeunes femmes, malgré le fait que celles-là ont des difficultés. Peut-être n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès à un portable, n'ont pas accès à un ordinateur, mais elles continuent à mener, par exemple, le groupe Gigantech qui est au Sénégal, elles font des sessions de sensibilisation et elles ont intégré le leadership féminin dans leurs sessions, dans les régions, dans les zones les plus reculées, pour aller parler aux jeunes filles, en fait, essayer de les sortir de leur cocon pour qu'elles se libèrent, aient confiance en elles, pour qu'elles puissent oser et aller de l'avant. Donc, quand on mène des combats dans le digital, très souvent, c'est accompagné d'un renforcement ou bien d'un mentorship que ces femmes-là font pour que la génération qui va venir, ou bien d'autres femmes qui ne sont pas nécessairement au même niveau, puissent les rejoindre. Donc, je vais laisser la possibilité à Fatou de faire un résumé. Ensuite, on va... Je pense que Aïcha a bien résumé. Peut-être ce qu'on doit faire, demander peut-être au public, peut-être 3 personnes, très brièvement, de donner leur perspective pour clôturer cette session. Qui vous prend la Vous parole? avez des questions, contributions? Questions, contributions? Merci beaucoup. Je ne serai pas très longue. La seule chose que je voudrais dire, c'est que il faut que les femmes digitales démystifient ce domaine. Démystifiez votre domaine. Parce que c'est comme si être une femme digitale, c'est un privilège. Il faut être élu. Et pour moi, c'est cette mentalité qu'il faut combattre dans votre milieu. Et puis, les jeunes vont trouver que c'est accessible. Dès lors que les jeunes filles, pour être là-bas, ils ont le sentiment qu'il faut être exceptionnel, alors vous n'aurez que des gens exceptionnels. Et que comme on est programmé entre femmes à ne pas être exceptionnel, donc par conclusion, vous risquez de ne pas avoir de sympathisants. Donc c'est la seule chose que je voudrais dire. Si... Je peux juste rebondir par rapport à ça. Ça peut être une légende urbaine, le fait de dire que une femme digitale est comme une élue. On fait ce qu'on a à faire au quotidien parce qu'on est passionné. Et au quotidien, on est à faire des conférences dans des écoles, dans des lycées, à parler aux jeunes femmes de l'usage du numérique, du bon usage du numérique dans leur vie. Qu'elles veuillent en faire une carrière ou pas, on essaie au maximum de pouvoir passer l'information de comment elles peuvent l'utiliser, qu'elle soit hyper technique ou pas, parce que moi je ne suis pas développeuse, je ne suis pas codeuse, mais j'utilise le digital pour faire du business. Donc le message, il passe, surtout en Côte d'Ivoire où on a de nombreuses conférences qui sont organisées, où j'ai de nombreuses collègues qui sont dans le domaine du numérique, comme l'ONG Femmes Éthiques, avec Christelle, comme il y a les Amazones également du web, il y a le Women Tech Maker qui existe, elles sont nombreuses qui organisent des activités et je pense qu'il n'y a pas du tout de mystification en fait, parce qu'au quotidien, moi par exemple, que ce soit les messages que je reçois tous les jours en inbox, j'essaie au maximum de pouvoir orienter ces jeunes femmes qui soit veulent en faire un métier, soit elles veulent en faire un business, ou bien juste comprendre comment ça fonctionne. Après, tout est dans le nombre. On a parlé du fait que, par exemple, en Afrique, moins de 25% des femmes ont accès ou utilisent Internet. Donc, il y a déjà un gros gap même en termes d'accès. Et c'est surtout là qu'il faut se concentrer. D'abord dans l'accès, ensuite dans le contenu. Et puis après, on n'est pas que nous.
il y a plus de femmes que ça qui se mobilisent pour promouvoir les bons usages Internet. Ça peut être, une perception. Et c'est normal d'avoir cette perception. Et c'est très important aussi pour nous de pouvoir comprendre que ces perceptions existent et de redoubler d'efforts dans les campagnes de sensibilisation, dans les conférences qu'on donne aux jeunes filles dans les lycées, dans les collèges, pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être forcément tech ou d'être développeuse pour pouvoir travailler dans le domaine des nouvelles technologies ou bien dans le digital, par exemple. On va prendre les questions. C'est ça. Comment les gens vous voient. Exactement. On va la perception. Ensuite, le panel va répondre parce qu'il y a l'autre panel qui doit... Merci Aïcha. Je vais rebondir sur ce que la dame a dit. C'est peut-être pas une mythification des femmes dans l'éthique ou dans d'autres domaines que l'on connaît le plus souvent aux hommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le combat le plus important à faire, c'est vraiment que les questions des femmes, il faut refuser que les questions sur les femmes ne soient discutées et portées que par des femmes. Autre chose, c'est que aujourd'hui, on en est à un stade où, quand on parle de leadership, je n'ai jamais entendu parler de leadership masculin. Leadership féminin. Comment on dit, entrepreneuriat féminin. Autonomisation des femmes, même on peut autonomisation des femmes, on peut même en parler parce qu'il y a des inégalités sociales qui se passent dans nos pays. Entrepreneuriat féminin, leadership féminin. En quoi un leader féminin est différent d'un leader homme? En quoi un entrepreneur femme est différent d'un entrepreneur homme? Aujourd'hui, je pense que le plus grand défi que nous avons, nous tous, autant hommes et femmes, particulièrement nous les femmes, c'est d'arriver à ce que ces adjectifs ajoutés à ces qualités ou ces compétences soient enlevés. Parce qu'on parle de compétences. Dans une sphère sociale encore, ou bien au niveau de la famille, nous pouvons parler de répartition sociale des tâches. Mais quand on parle de compétences, vraiment, il faut arriver à ce que ces adjectifs-là que l'on ajoute soient enlevés. Thank you. I have a question regarding online violence against women, and one of the panelists touched it a little bit. I would like to know any tactics or tools that are being deployed to really help young women or women online navigate this violence, especially sexual violence, because we have seen in countries, for example, in Uganda, we have seen laws that are arising that are criminalizing women who are actually victims of online abuse, like revenge pornography. And our countries are not understanding this kind of violence, online sexual violence. And I would like to hear from participants what are the experiences in other countries, and how can we actually, because this is a gender thing, women are usually the ones targeted in revenge pornography. But in my country, so far women have been summoned to police because there was a sex tape or something. And this is really targeting of women by government, but also people in their lives, and some violation of privacy. So I would like to know how the other experiences and what tools can we deploy to really help women. Thank you. Professor Brooks, then Kennedy. Computing as a profession, worldwide, the percent of women going into the profession has been going down. I'm kind of wondering myself, to a certain extent, if you look at the image of computer professionals, typically white and Asian males, not very attractive, and so on and so forth, which I could see as being repulsive. On the other hand, there's also just last week a report from the National Academies, women working in the field feeling discouraged, or also many are leaving because of what they feel are external pressures, that they're not being taken seriously and so on. So I'm kind of wondering how much of the, which is very unfortunate, drop in women participating would be due to internally not feeling attracted to the field, or externally being discouraged from the field.
I would like to know, because one of the things I've seen is we have very many great women working on the space, but one of the problems is the press coverage. Women don't get enough coverage on what they are doing, and I feel that filter down to the young women who try to get to tech space, because the guys who are doing the good job are not highlighted as well. So as bloggers being here, I think this is one of the issues that need to be drummed up, that women issues, and particularly women who are already doing awesome work, need to be covered on the press and the blogs, because I remember one of the studies we carried out in Kenya some time back, where we found that in a month, out of hours within the month, only 14 hours covered women. The remaining, I don't know many hours in a month, but you can calculate that. The remaining hours were for men. Women only had 14 hours in 1 month in terms of media coverage. And that also translates to online. And I think we have tools now, and we don't have any excuse for this, because the internet and digital space provide a platform for women issues and women entrepreneurs to be covered properly. Une dernière question de Alpha et les panélistes vont intervenir. Bonjour à tous, je m'appelle Alpha Diallo, je suis membre de l'association des blogueurs de Guinée. J'ai une question, mais bon, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que Djenabou dit. Déjà, je suis d'accord qu'il faut un peu... Je suis d'accord avec son raisonnement, mais après moi j'ai un problème. Souvent avec Ablogui, quand on a des projets sur le numérique et qu'on lance des appels à candidature, c'est qu'on n'a presque pas de femmes. C'est-à-dire que souvent il y a des critères, mais pour les filles, moi j'essaye de les ramener au niveau presque 1 pour avoir au moins 1 ou 2 ou 3, mais il n'y en a presque pas. Donc je me demande un peu face à une telle situation, je fais appel à votre expérience pour voir un peu quelle démarche il faut avoir pour essayer de changer cette situation, parce que moi quand même ça ne me plaît pas d'avoir un événement où il n'y a que des hommes. Merci. Au-delà de ça. Merci.